On va maintenant passer à l'histoire de la sécession. Avant de parler de la sécession viennoise, sous l'angle de la mort du père et du retour de la mère, on va donc attaquer avec la psychanalyse. J'aimerais vous rappeler un instant quelle était la structure, l'institution académique de l'époque. Comme dans tous les pays, ils avaient leur Académie des Beaux-Arts qui était l'Académie des Bildenden Künste, et puis vous aviez une société qui organisait les expositions, la Künstlerhausgenossenschaft, qui est l'équivalent de l'organisation des salons à Paris. Donc ils avaient l'exclusivité pour présenter des œuvres. C'était évidemment des hommes extrêmement conservateurs qui étaient à la tête de l'académie, mais l'infiltration des jeunes avait permis d'assouplir les instances et par exemple, alors que la direction de l'académie avait refusé à la sécession munichoise d'exposer lors du grand salon annuel leurs œuvres, eh bien ils vont leur laisser exposer leurs œuvres en décembre 1894, ce qui permet à tout Vienne et aux peintres de découvrir les peintres de la sécession viennoise. De la même façon, ils vont laisser passer Segantini qui aurait la médaille, ou et Rodin également. Donc leur machination fonctionne de ces jeunes jusqu'au moment où un certain Eugène Félix va être élu à la direction et il est totalement inflexible. Inflexible au point qu'un peintre comme Engelhardt, qu'on a déjà vu quand on avait fait la peinture de Manet, qui est un peintre de type impressionniste, n'arrive plus à présenter ses œuvres. Mais c'est surtout un certain Theodor von Hörmann qui supplie manifestement l'Académie de présenter ses œuvres. Il meurt et ça n'est qu'un an plus tard qu'il obtiendra une exposition posthume. Donc la coupe est pleine et ils sont prêts à suivre le modèle sécessionniste de Munich. Ce modèle sécessionniste va être dirigé par Gustav Klimt. Gustav Klimt préside la première réunion des sécessionnistes, c'est-à-dire un groupe d'artistes qui quittent, ils sont 40. Il y en a plus de la moitié qui appartient à la Künstlerhaus, donc à l'académie, qui se retirent. Et l'académie, ils n'avaient pas l'intention de quitter l'académie, mais l'académie, les uns après les autres, va les exclure par des motions de censure. Le terme sécession, faire sécession, est un terme politique au départ, puisque ça renvoie à la sécessio plebis, qui était une tradition républicaine romaine pendant laquelle la plèbe pouvait refuser de participer aux affaires de l'État lorsqu'elle jugeait le règne contestable. Donc on peut faire la grève politique ou voter blanc peut-être. Donc il y a cette dimension politique. Curieusement, lorsqu'ils vont organiser leur première... la sécession a lieu en avril 1897 à peu près, et le but du jeu, c'est présenter leurs artistes, faire venir des artistes de l'étranger, de l'avant-garde, en particulier les symbolistes, pour que Vienne découvre autre chose et sorte de son provincialisme. Je vous ai parlé, ils ressentent un certain complexe. Et puis, c'est aussi récupérer des fonds pour acheter des tableaux de l'avant-garde européenne pour les placer dans les collections publiques. Ça peut vous surprendre, les collections publiques, à l'époque, quand on essayait, enfin, vous souvenez-vous, Olympia n'est pas rentré aussi facilement dans les collections publiques. On n'en voulait pas au départ, ou en tout cas difficilement. Pourquoi l'État acceptait? Eh bien, l'État accepte cet art de la sécession parce que peut-être que certains l'appréciaient, mais c'est surtout parce qu'il transcendait les divisions nationales. On est en pleine crispation des nationalités, l'obstructionnisme systématique au Parlement, on n'en est pas loin, c'est 2-3 ans plus tard, et donc c'est un art qui transcende les ethnies, les habitudes. On pense que c'est un art tellement nouveau que tous pourraient l'apprécier. Ce qui explique que lors de leur première exposition, à la société d'horticulture, ils avaient payé un prix extravagant parce que c'était l'autre société d'exposition, dont la Künstlerhausgenossenschaft, renchérissait en permanence pour peut-être essayer de les bloquer. C'était une partie de Monopoly. Donc, ils reçoivent la visite, entre autres, de l'empereur François-Joseph. Ce qui m'intéresse surtout, c'est l'affiche et la couverture du catalogue de cette première exposition que voici. Elle paraît anodine, mais vous allez voir, c'est les bases de cette présentation. Elle est tout d'abord reprise à l'affiche
de von Stuck que je vous présente ici, de 1897. Vous avez une Pallas Athéna qui est ici, avec dans la main la figure de Nike, à gauche l'image de la peinture académique, le Künstlergenossenschaft, et à droite l'image ou l'emblème de la sécession, ou la personnification de la sécession, à travers le visage en profil d'Athéna. Profil qui ressemble bien sûr à celui qu'a repris Klimt par la suite. C'est une affiche presque politique. Vous voyez qu'elle est complètement bidimensionnelle. On a vu la capacité de Klimt à travailler le tridimensionnel et le réalisme photographique. Ici, on est dans le bidimensionnel. Non seulement on a quelque chose d'une affiche, mais en plus, on a l'impression d'avoir Athéna qui va frapper les 4 coups de bâton ou les 7 coups de bâton avant que le rideau se lève sur un drame théâtral. Le drame, on va voir de quoi il s'agit, et donc l'idée d'un rideau qui va se soulever. Je vais me concentrer dans un premier temps sur la partie supérieure du tableau, enfin de l'affiche plus exactement. Vers sacrum, qu'est-ce que cela signifie? Vers sacrum est là encore un rite hellénique. Il signifie le printemps sacré et c'était une tradition d'inviter chaque année la jeunesse au printemps à quitter la cité pour fonder de nouvelles cités. Ce qui était finalement l'idée de fonder de nouvelles colonies. C'est assez martial comme démarche, guerrier. Ils étaient donc protégés dans leur vers sacrum par le dieu de la guerre, Mars. C'était une façon de conquérir. Et on peut comprendre que cette jeunesse sécessionniste décide de prendre comme motto vers sacrum parce que eux, de manière analogique, vont quitter la cité, l'Académie des Beaux-Arts, et fonder une nouvelle colonie, c'est-à-dire une nouvelle forme artistique d'avant-garde. En dessous, vous avez Thésée et le Minotaure. Vous avez un Thésée graphique, puissant, viril, martial, qui enfonce le poignard dans la tête ou dans le cœur du Minotaure. Un petit rappel bref sur le mythe du Minotaure, de Thésée et le Minotaure. Minotaure, qui était l'enfant bâtard à cacher, enfermé dans le labyrinthe de l'épouse infidèle de Minos, le roi de Minos, le roi de Knossos en Crète, et il dévore. Et tous les 9 ans, je crois, on devait lui livrer 7 jeunes filles et 7 jeunes hommes, et ces 7 jeunes filles et ces 7 jeunes hommes venaient d'Athènes. C'était le roi Égée d'Athènes qui devait les livrer à la Crète. Et donc le fils du roi d'Athènes, Thésée, qui est ici, décide de s'embarquer sur un bateau et d'aller tuer le Minotaure pour libérer la jeunesse de sa cité. Ce qu'il va faire, grâce au fil d'Ariane, Ariane étant la fille du roi de Crète, il va trouver l'entrée, la sortie, etc. Vous connaissez l'histoire. Il va donc tuer le Minotaure. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est toujours cette analogie. Il tue celui qui l'est dévoré, celui qui finalement assignait, enfin celui qui menaçait la vie de la jeunesse athénienne, et donc finalement l'analogie fonctionne toujours. Ce sont ces vieux conservateurs type Eugène Félix qui menacent l'avenir artistique de nos jeunes peintres, puisqu'ils refusent de les exposer s'ils ne suivent pas la ligne académique. Mais il y a un autre élément. Freud, comme toute sa génération, se passionne pour les découvertes archéologiques de leur époque. Il y avait un certain Schliemann qui fait des grandes découvertes à Troie, puis la Crète. En Crète, ce sera surtout un certain Arthur Evans, c'est un Anglais qui va découvrir ce qu'on pense être le labyrinthe. Et Freud adresse une lettre à Fliess en 1901 et parle de cette extraordinaire découverte de ce qui peut être le fameux labyrinthe. Et il ajoute « Il semble que Zeus ait été originellement un taureau ». Et ça change tout. Si Zeus a été un taureau, ici, il s'agit du meurtre du père, c'est-à-dire du parricide archétypal, le premier meurtre du père, fondateur de civilisation. Alors pourquoi c'est fondateur de civilisation? On avance un petit peu et on va vers Totem et Tabou. Dans Totem et Tabou, il se base sur des théories anthropologiques qui sont dépassées aujourd'hui, mais c'est comme ça. Et j'avais lu un livre une fois où il parlait de armchair anthropology, c'est-à-dire ces anthropologistes qui pratiquaient qui écrivaient leurs théories, surtout assis dans des salons bien confortablement. Alors ils ont fait des erreurs, mais on est à la fin du 19e siècle, c'est déjà le début, c'est déjà pas mal. On pensait à l'époque que les premières tribus primitives fonctionnaient de la manière suivante. Un seul mâle pour un certain nombre de femelles. Pourquoi? Il y avait une certaine logique. Ils ne voulaient pas avoir des concurrents pour dominer la meute ou la horde de femmes. Les fils écartés se rebellent, tuèrent le père. C'est le parricide archétypal, le premier parricide.
Et puis après, ils regrettent, ils sont endeuillés. Mon Dieu, qu'est-ce qu'on a fait? On a tué le père. Et on va substituer au père l'image du totem, un animal en général. On va interdire de tuer le totem. Il est sacré. En d'autres termes, on pose les pierres du premier interdit, tu ne tueras point ton père. Premier interdit, c'est-à-dire premier fondement de la civilisation des hommes. Ces fils qui ont créé le système du totem, dans un clan totémique, donc qui a le même totem, on interdira de se reproduire, d'avoir des relations sexuelles au sein de cette famille totémique. Tu n'épouseras point ta mère. Et on interdit l'inceste. Donc les premiers tabous naissent, d'où le titre Totem et tabou, interdiction de tuer le père et tu n'épouseras point ta mère. Donc c'était un acte de civilisation, civilisateur, que de tuer le père. Donc ici, on reste dans la même logique, c'est un parricide, il a tué le père, le Minotaure Zeus, et ils instaurent de nouvelles règles, une vraie civilisation, celle de la sécession artistique. Jusque-là, ça va. Sauf que il n'est pas tout seul, Thésée. À droite, il y a une femme qui s'appelle Athéna. Or, on vous dira souvent, lorsqu'on abandonne la loi patriarcale, qui y a derrière? La loi matriarcale. C'est ce qu'on va voir maintenant. La voici, cette Athéna. De quel type d'Athéna s'agit-il? S'agit-il de celle-ci, celle qui protégeait, qui était la protectrice de la cité athénienne et qui est également la protectrice du Parlement autrichien? Vous avez ici une photo du Parlement autrichien et sur l'esplanade est érigée la colonne hellénique d'Athéna. Athéna était la protectrice des cités, de la police. Elle était une déesse de la sagesse, de la raison et surtout elle était vierge. Cette Pallas Athéna, cette Athéna vierge, est donc entrée dans le système patriarcal sans jamais pouvoir le menacer puisque ça ne peut pas être une femme dangereuse puisqu'elle n'est pas sexuée, pour revenir à la logique de ce qu'on avait fait ensemble auparavant avec anarchie sexuelle. Elle porte de sa main cette fameuse Niké ailée avec la couronne dorée que vous avez ici. Vous voyez ici une femme tridimensionnelle dans la tradition helléniste, c'est-à-dire dans la tradition de la Pallas Athéna, protectrice de la police. Sauf que je ne suis pas sûre que celle que vous avez sur l'affiche de Klimt fasse partie de cette tradition. Si vous regardez, on va faire une petite étude iconographique. Regardez le casque et ses volutes. Ce sont des volutes qui sont probablement reprises aux arts mycéniens, qui sont récemment mises à jour dans les années 1900 par Schliemann d'abord et Arthur Evans ensuite. Vous les retrouvez également sur les jarres. On a aussi un parallèle dans le tracé des cheveux avec les fresques mycéniennes. Si je regarde maintenant les couleurs et le profil, on retrouve à nouveau un parallèle entre la représentation de Klimt et celle des fresques mycéniennes. Quant à la lance rouge, elle est peut-être directement, elle aussi, reprise de ces lances sur des vases, ici un cratère mycénien. Quant au bouclier, le bouclier, vous avez sur le bouclier la dépouille de la tête de Méduse. On pourrait avoir une Méduse classique tridimensionnelle, ça n'est pas le cas ici. Vous avez au contraire un visage de Méduse qui est certainement repris au masque funéraire doré qu'on retrouvait sur les signes mycéniens. Et puis quand on regarde en détail, je vous présente ici un gorgonéon d'un Kylix de 520 avant Jésus-Christ. 520 avant Jésus-Christ, ça reste la période grecque antique. On n'est toujours pas dans la période helléniste. Regardez ce visage, les cheveux, les sourcils, le traçage du nez, les oreilles, la barbe et le sourire, à part la langue, on est ici dans une reproduction de ce gorgonéon. Ce qui me permet de dire que cette Athéna est peut-être en fait l'Athéna archaïque, car ça n'était qu'au bout d'une longue évolution, au terme d'une longue évolution, qu'Athéna est devenue cette Athéna protectrice de la police. À l'origine, elle était peut-être, son aïeul en tout cas, était une certaine Potnia de Crèce, à l'époque du matriarcat crétois. Cette femme était une guerrière, c'était une tueuse. Le gorgonéon, la tête de Méduse, elle l'aurait gagnée dans un combat contre les géants. Elle est puissante, cette Potnia, elle est presque virile.
Et d'autres origines, enfin d'autres textes nous permettent de penser que cette Athéna antique, la Potnia, qui était également gardienne du labyrinthe, ça tombe bien dans l'affiche, était une gorgone elle-même, voire que sa tête, la tête de Méduse était sa propre tête. C'est complexe, c'est incohérent, mais ce sont les sources dont on y dispose. Ce qui me permet donc de dire que cette Athéna est une Athéna archaïque, une certaine Potnia. Qu'est-ce que ça veut donc dire? Si je relis cette affiche, voilà ce à quoi j'aboutis. Quand on tue le père, quand la loi du père a été abolie, on se place sous la coupe de la mère. L'équivalent, en tout cas, dans ce qu'on appelle le complexe d'Œdipe en psychanalyse développé par Freud. Le père est là pour donc séparer l'enfant de sa mère. Une fois que le parricide rêvé est accompli, une fois que le fils a tué le père, il peut enfin fusionner avec la mère, ce qui présente un certain risque, parce que finalement la mère, celle qu'on appelle la magna mater, la déesse mère, est comme Junon, elle est à double visage. Elle peut être cette mère aimante, mais elle est aussi la femme castratrice et dévoratrice. Castratrice à deux niveaux, on l'a déjà vu quand on avait travaillé sur Gauguin. L'enfant va pouvoir fusionner avec sa mère puisque le père n'est plus là pour le séparer de la mère. Et en fusionnant avec la mère, il va s'identifier à la mère. Or, le petit garçon, parce que bien sûr chez Freud il s'agit d'un petit garçon, le petit garçon s'identifie à sa mère, voit sa mère nue, mon Dieu, ma mère n'a plus de phallus, oh, qu'est-ce qui va m'arriver puisqu'il s'identifie? Peur de la castration. Le deuxième élément, donc il y a une peur de la castration chez cette femme, qui est la mère, et il va avoir un rapport fusionnel puisqu'il a tué le père. Deuxième point, c'est une question de regard. Dans un texte posthume qui s'appelle La tête de Méduse, Freud dit castration, peur de la castration égale peur de la décapitation. Il dit que la peur de la tête de Méduse équivaut à la peur de la castration. Pourquoi? On l'a déjà fait, on recommence. Lorsque un homme ou une femme d'ailleurs, croisait le regard de Méduse, la gorgone. Il était pétrifié, c'est-à-dire que de sujet, il devient objet. Un sujet pensant est dit phallique. Le phallus, c'est aussi un symbole d'autorité. Or, une fois qu'il est objet, il n'a plus d'autorité, il est donc castré. Donc, il y a la peur de ce regard de Méduse qui vous pétrifie et donc vous castre en perdant le phallus. Donc vous avez ici un double risque de castration. D'une part parce que le père étant tué, vous allez vous fusionner avec la mère et découvrir que la mère n'a pas de phallus. Si vous vous identifiez à la mère, vous perdez votre phallus. Premier risque de castration. Le deuxième, c'est de regarder le regard de la tête de Méduse puisque le gorgonéon conserve son pouvoir de pétrification. Grâce à l'argent qu'ils vont gagner lors de leur première exposition de la sécession, ils vont acheter des tableaux. Ils vont acheter des tableaux, entre autres, il y a quand même eu 57 000 visiteurs, il y a eu un tiers des œuvres qui sont vendues, des œuvres qui viennent de toute l'Europe, en plus des œuvres de la sécession. Ils vont pouvoir acheter des tableaux, les Méchantes Mères, je crois, d'Iböse-Mutter, qui sont de Ségantini, qui sont toujours à Vienne. Ils vont pouvoir acheter Auvers-sur-Reine, qui est une œuvre de Van Gogh, Auvers-sur-Oise, qui est une œuvre de Van Gogh. Ils vont pouvoir commencer à moderniser les collections. Et puis surtout, ils vont pouvoir acheter un terrain, parce que Karl Lueger favorise les achats, juste à côté de la, enfin pas très loin, à quelques pas de l'Académie viennoise. Et ils vont, je crois que c'est en avril, poser la première pierre en novembre de la même année, avril 98, novembre 98, avec une petite simplification des plans de Joseph Olbrich. Ils vont construire ce fameux palais de la sécession qui est ici. Palais de la sécession, vous pouvez lire sur la gauche vers Sacrum, c'est donc ce printemps sacré qu'ils reprennent ici. Il ne plaisait pas à tout le monde, certains l'ont surnommé les commodités assyriennes, c'est-à-dire les toilettes assyriens. Vous avez cette caricature, en d'autres termes, c'est un homme qui se plaint, il promène son chien, puis il y a une affiche de la sécession, il dit « Zut, à chaque fois qu'ils mettent une de ces affiches, j'arrive pas à promener son chien ». Donc les chiens sont terrorisés apparemment. Vous avez cette grande entrée, donc, avec la coupole dorée avec des feuilles de laurier qui a été surnommée le chou doré. Et puis, vous avez cette inscription « Der Zeit ihrer Kunst », c'est-à-dire à chaque époque
son art, donc on est contre la temporalité des règles académiques qui se transmettent de génération en génération, et der Kunst ihre Freiheit, c'est-à-dire à l'art sa liberté, on clame la liberté de la production et la sortie de l'art académique. Vous avez ces sculptures attribuées à Koloman Moser avec 3 chouettes. La chouette est l'attribut d'Athéna, de la déesse Athéna, de la déesse Athéna, parce que c'est un oiseau qui voit à travers la nuit, donc qui transperce, enfin c'est un oiseau de raison contre l'idée d'ignorance, avec bien sûr cette couronne de laurier à nouveau. Et puis surtout, il y a ce dessus de porte. La porte a été sculptée et travaillée par l'autre frère de Klimt, Georg Klimt, avec ses croissances printanières de part et d'autre. On est dans un vers sacrum, mais surtout, il y a les 3 têtes de Gorgone. Alors, certains historiens nous disent que ces 3 têtes de Gorgone réinstaurent le pouvoir de la vision, c'est-à-dire le pouvoir de bonne peinture. Moi, je suis désolée, quand je vois 3 têtes de Gorgone comme ça, qui sont capables de me médiser, c'est-à-dire de me pétrifier, voire de me castrer si j'étais un garçon, et que je passe sous cette porte avec ce regard, regardez, elle les regarde quand elle passe, c'est un peu terrorisant. Quand je vous ai dit on renverse la loi du père et on instaure la loi de la mère, ça veut dire renverser le patriarcat et réinstituer le matriarcat. Et bien quand on passe cette porte, on a véritablement l'impression de retourner des siècles et des siècles en arrière à l'époque des premiers matriarcats. Klimt aura présenté, je crois, 5, 6 ou 7 peintures à cette exposition dont on va en voir 2. Le premier, c'est le portrait de Sonja Knips. Sonja Knips fait partie de ces familles qui sont des commanditaires et grands clients de Klimt. Klimt ne mourra jamais de faim. Malgré ses extraordinaires déviances par rapport à la norme, il est soutenu par la haute aristocratie, la haute noblesse et en particulier juive de Vienne. Donc vous avez ici un portrait avec la touche qu'on lui connaissait avec Schubert au piano, une touche rapide, légère et dufteuse qui rappelle nos Monet, nos Manet, etc. Et puis en face, qu'est-ce qui place? Une nouvelle Pallas Athéna. Elle est violente, cette Pallas Athéna. Je doute que ce soit l'image de la virginité même qui soit incarnée ici. Concentrons-nous sur le regard. Je vous ai dit que ce regard était castrateur, surtout quand il s'agit de celui de Méduse. Le premier personnage sur la gauche, qui a une lyre, qui est peut-être Apollon, est sans yeux. Sur la droite, ici, vous avez peut-être la figure d'Hercule tuant le Triton, et juste en dessous apparaissent les yeux qui percent les ténèbres, la chouette, attribut d'Athéna. Regardez, on va les regarder de plus près. Ce personnage reprend probablement le Triton de ce vase attique. Ensuite, je voudrais me concentrer sur le médaillon, sur le gorgonéon qui cette fois louche. Il est là. Là encore, il n'a rien à voir avec le gorgonéon traditionnel d'une période helléniste, mais bien plus archaïque, puisque cette fois, on retrouve les modèles que je vous ai présentés tout à l'heure. En plus, elle tire la langue. Le regard donc de cette femme, c'est une femme fatale, casquée, avec les cheveux roux très à la mode à l'époque. Les femmes rousses, enfin on appréciait les femmes rousses, très souvent les prostituées des bordels se teignaient les cheveux en rousse, et elle a ce regard puissant, typique de la femme peinte par Klimt à cette époque-là. Il est presque dérangeant. Il le reprendra, ce même regard, dans Nuda Veritas qu'on regardera dans un instant. Elles appartiennent toutes à cette génération, à ces consoeurs, à ces prêtresses, à ces femmes fatales dont on a parlé quand on a fait Anarchie sexuelle. Et très personnellement, je pense qu'il y a quelque chose de reptilien dans ce regard, en particulier si on compare cet œil de serpent à cet œil de femme. Quelque chose n'est pas naturel et reptilien dans ce regard. L'autre élément, Athéna portait Niké, la victoire ailée portant la couronne. Là, elle est plus ailée. Elle est nue, donc on l'appelle la nuda veritas, la vérité nue. On peut se demander si ce n'est pas la nudité vraie. Elle est rousse, elle est offerte, les bras en croix, et elle porte un miroir ou la lumière. S'agit-il des lumières de la raison? Je ne crois pas. Cette nuda veritas, il l'avait déjà dessinée dans le premier numéro du Vers sacrum, qui était l'organe écrit de l'organisation de la sécession. Vous avez de part et d'autre des éléments printaniers, cette fleur qui pousse, un texte qui dit « Wahrheit ist Feuer », c'est-à-dire la vérité est feu. On sait que cette nouvelle vérité, cette nouvelle peinture est douloureuse, elle vient des enfers, et elle porte une sorte de miroir.
Il se trouve que Hofmannsthal écrira qu'il existe un lien très profond qui unit la modernité viennoise à l'Antiquité classique. Donc, peut-être que la modernité viennoise, cette modernité, se reconnaît dans l'Antiquité classique. Nous abordons l'Antiquité plus encore que les autres nations comme un miroir magique. Peut-être est-ce ce miroir qu'elle nous présente, dans lequel nous espérons voir apparaître notre propre figure sous une apparence étrangère et purifiée. Est-ce que l'homme moderne se reconnaît dans cet miroir, peut-être? De quel type d'homme s'agit-il? On le verra par la suite. Il va reprendre sa Nuda Veritas sous forme de peinture. Elle est évidemment de cette série de prêtresses et femmes fatales fin de siècle. Elle nous présente un miroir. Et on a ici tout en haut une citation de Friedrich von Schiller. « Si tu ne peux plaire à tous par tes actes et ton art, plaît à peu, plaire à beaucoup et mal. » Donc un art consensuel n'est pas du tout dans le programme de la sécession et ils sont donc en crise par rapport à un système paternaliste. Vous avez vu qu'on a tué le père. Quand on tue le père, c'est la loi de la mère qui s'impose. On a achevé un système patriarcal et a mis en place un système matriarcal. Lorsqu'on passe les portes, ce sont les têtes des 3 gorgones qui président et vous allez voir les scandales que ça causera.